to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Lise, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous présenter 4 de mes dernières lectures en littérature asiatique. La première, il s'agit de littérature japonaise, c'est Strange Pictures de Yuketsu aux éditions du Seuil. Il est paru en février, si je dis pas de bêtises, je ne me rappelle plus très bien. Il me semble que c'est février quand même. Enfin bref, et c'était une super lecture, comme vous avez pu le voir sur mon Instagram et sur le blog. J'ai été vraiment bluffée et captivée par ce livre, surtout que je l'ai lu en quasiment en parallèle du Glouton de Blackmore que je vous présenterai la semaine prochaine. Et franchement j'ai été complètement bluffée, ça fait longtemps que j'ai pas lu des livres comme ça. Dans Strange Pictures en fait on commence le récit avec un jeune homme qui est à l'université mais qui cherche aussi des petits boulots, qui peaufine ses CV, tout ça. Et pour se vider un peu la tête, il décide de retrouver un ami à lui sur le campus. Et on apprend en fait qu'ils font partie du même cercle de passionnés un peu d'occulte, d'étranges. Et son ami lui dit mais je suis tombée sur un blog là, attends, franchement c'est... Il y a un truc, c'est bizarre, tu vas voir, lis-le, découvre tout ça et tu vas comprendre certaines choses et franchement ce blog est spécial. Et il décide d'aller sur ce blog, donc on le découvre en même temps que lui, donc c'est un certain monsieur qui va commencer à parler de son quotidien, de comment il est avec son épouse, de son épouse qui tombe enceinte, de la venue de l'enfant, et il va se passer un drame. Et en fait, selon l'enchaînement des textes, ce monsieur va poster un message qui dit que... le message, je vais vous le lire carrément, comme ça sera fait. Youp. Ce sera plus facile à expliquer. Hop, alors. Et on a aussi des petits passages voilà, avec des images. Et le texte en question, c'est le dernier qu'il poste et c'est à la personne que j'aime le plus. Aujourd'hui, je vais cesser d'alimenter ce blog. Pourquoi ? Parce que j'ai percé le secret de ces 3 dessins. Je ne pourrai jamais comprendre les souffrances que tu as endurées. J'ignore la gravité du crime que tu as commis. Je ne peux pas te pardonner et pourtant je continue de t'aimer. Et en fait au niveau de la chronologie de ce texte qui arrive, ça concorde pas avec ceux qui sont juste avant. Et du coup il va vraiment creuser un petit peu, voir qu'est-ce qui se cache derrière, entre les lignes, à travers les croquis qu'il a montrés dans le blog. Et ce qu'il va découvrir va être juste atroce. Et plus on continue dans la lecture, plus on a ces petits détails vraiment qui sont décortiqués, on apprend des choses en même temps que le personnage et j'ai eu l'impression de me retrouver, je sais pas si vous avez vu le film Ange et Démon ou Da Vinci Code, où en fait on décrypte des symboles ou juste des textes ou ce genre de choses et on apprend des choses mais invraisemblables. Et j'aime bien ce côté d'enquête, de mystère où on décortique des symboles, des textes ou des livres, plein de petites choses et qui est plein de sens possibles. Et vraiment c'était un livre mais il vous entraîne tout de suite, c'est très addictif. En fait comme il y a 4 gros chapitres, dès que vous passez le premier et que vous êtes même dans le premier, vous comprenez un peu le rythme qu'il va y avoir et vous n'arrivez pas à vous arrêter parce qu'il faut aller plus loin, il faut voir ce qui se passe. Et franchement il est bluffant. J'ai vu qu'il y en a un qui est sorti en anglais qui est Strange Houses et j'ai hâte de le voir traduit en français pour me jeter dessus parce que franchement ça c'est une belle pépite pour 2025. Ensuite, littérature coréenne, on va commencer par celui-ci parce que c'est le premier que j'ai lu d'ailleurs. C'est La Petite Échoppe des Jours Heureux de Kim Ji-yoon, on est aux éditions City. Je connais pas très bien cette maison d'édition, mais voilà, j'avais envie de découvrir un petit peu tout ça. Et c'était vraiment surprenant. Il s'inscrit évidemment dans cette veine de cosy littérature là qu'on voit en ce moment arriver, mais à la sauce asiatique. Et là donc c'est coréen, c'est pas japonais parce qu'il y en a beaucoup en fait japonais qui sont dans cette sauce là. Là j'ai retrouvé aussi la structure qu'il y avait dans la bibliothèque aux rêves secrets de Michiko Aoyama, dans le sens où chaque chapitre est consacré en fait à des personnages en particulier, même si ils sont tous liés entre eux, ils vont se retrouver à un moment donné. Et là en fait ça se passe dans une laverie et dans cette laverie il y a un petit carnet vert sur lequel chacun peut écrire ses problèmes. Et on commence avec un monsieur qui est d'un certain âge, avec une mère aussi au foyer. Chacun a des problèmes dans leur vie, voilà, ils ont un petit peu de mal à avancer. Notamment la mère au foyer qui s'y retrouve plus depuis qu'elle a arrêté de travailler pour s'occuper de ses enfants. Elle trouve plus goût à la vie en fait et elle va décider d'écrire dans ce petit carnet en disant mais comment on peut aller de l'avant, comment retrouver goût à tout ça. Et c'est ce monsieur âgé qui va lui répondre dans le carnet. Et ça va tout changer. Et en fait, ils vont s'aider comme ça les uns avec les autres. Jusqu'au moment où ils vont se retrouver, en fait, vraiment se voir. Parce que c'est plus une correspondance presque épistolaire, en fait, pour certains d'entre eux. Et du coup, c'est assez drôle parce que le seul lien, c'est ce fameux carnet. On ne sait pas qui l'a mis là, on ne sait pas
comment il est arrivé dans cette laverie et on va l'apprendre bien sûr à la fin du livre, mais c'était vraiment une lecture toute douce qui faisait du bien, il y avait des bonnes valeurs aussi, des choses qu'on apprenait, ça permettait aussi d'éclaircir des points des fois voilà, du quotidien qui peuvent paraître un petit peu lourd à porter ou un petit peu voilà quand vous n'avez pas le moral. C'est vraiment un livre qui fait du bien. Puis le côté de laverie c'est assez innovant je trouve, c'est bien écrit, sachant que moi j'ai une épreuve non corrigée donc j'avais quelques coquilles, j'avais quelques fautes. Mais voilà, c'est une épreuve non corrigée, donc dans la version finale, normalement, il n'y en aura plus. Mais sinon, il est très bien construit. Les chapitres sont un petit peu longs, il y a vraiment pas ce système de nouvelles, c'est pas le bon terme, mais vous voyez, où c'est quand même bien développé, donc vous pouvez vraiment vous attacher au personnage avant de passer au suivant, même si vous ne les quittez pas vraiment. Et c'est franchement, elle était vraiment sympa, donc je vous invite à la découvrir de ce pas, parce que franchement, c'était une jolie lecture et idéale pour le printemps pour le coup. Ensuite on continue en littérature coréenne, là c'était une jolie découverte aussi, direction les éditions Nami, avec cette petite nouveauté qui s'intitule Une saison à l'atelier de poterie de Yeon So-min. C'était la lecture justement de février avec les sortilèges des mots pour le club de lecture l'Asie en livre. Et là, direction la poterie. Après la laverie, direction un atelier de poterie. Là, j'ai été assez étonnée parce qu'en fait, on va suivre une jeune femme qui travaille dans les émissions de télé. En fait, elle travaille dans le fait de scénariser ses émissions, de gérer tout ça. Et en fait, elle s'est trop investie, elle a trop donné de sa personne et elle s'est totalement perdue en chemin. Elle a fait un burn-out, clairement. Elle était en dépression, là, au début du livre, et elle restait tout le temps chez elle. Il y a eu vraiment cette bascule, en fait. On apprend que au début du récit, elle découvre son nouvel appartement, son nouveau lieu, parce que voilà, elle déménage, tout ça, ok, tout va bien. Et d'un coup, il y a un moment de bascule où on sent que voilà, elle a lâché prise. Et on la retrouve, voilà, elle passe des saisons dans son appartement, elle n'ose pas en sortir. On voit son état se dégrader, voilà, il y a quelques petites mentions. Et un beau jour, elle décide de sortir de chez elle. Et sur son chemin, elle va tomber sur un atelier de poterie un petit peu caché. Au début, elle pense que c'est un café, mais en fait pas du tout. Et celle qui tient cet atelier va lui offrir un café dans une des tasses justement qui sont proposées. Et l'alliance en fait entre cette terre, cette argile qui a été travaillée, qui est terminée, mais et les grains de café en fait ça va réveiller quelque chose en elle et elle se dit mais pourquoi je ferais pas aussi des cours de poterie parce que en façonnant la terre, en lui donnant une forme, en lui donnant un but en fait, elle retrouvait un petit peu goût à la vie, elle retrouvait des objectifs à se donner et au fur et à mesure des cours, en discutant aussi avec les autres personnages, elle va réussir à aller de l'avant et c'était franchement une très très jolie lecture. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'en fait chacun voyait dans ce façonnage, dans ce travail en fait de la terre, une façon d'aller mieux, une façon d'aller de l'avant, de guérir quelque chose et c'était juste tout doux, tout beau, ça faisait vraiment du bien. Ça se lit aussi très très bien. Je trouve que la plume elle a été bien traduite. Après il y a peut-être des moments un petit peu longs quand même, mais c'est une jolie lecture pareil pour le printemps. Ça m'a donné envie de me mettre à la poterie. Bon là d'abord je finis l'aquarelle et puis on verra plus tard. Mais franchement c'était une jolie lecture. Puis les couvertures sont vraiment très belles aussi. Ouais, j'ai beaucoup aimé puis je vous le recommande encore pour ce printemps. Ça va faire partie de mes recommandations. Alors, mon autre lecture est un peu plus particulière parce qu'en fait j'avais un recueil de plein de nouvelles pour justement des auteurs vietnamiens. Et comme j'ai plein de nouvelles mais que j'ai pas énormément de livres sur des auteurs vietnamiens, je me suis dit que j'allais en lire 2 à chaque fois, ce qui correspond à ça. Et ces 2 nouvelles de plumes, justement, alors je vais vous montrer la liste. Au début on l'a, en fait on va avoir tout ça dressé de différents auteurs. Je me suis dit pour les prochaines lectures, je vais petit à petit, en fait, je vais les découvrir. Et j'en ai lu 2. La première, c'est Il était une fois de Nguyen Quang Lap. Et la deuxième, c'est Une vieille histoire de Tran Thuy Mai. Typiquement, je sens qu'il y a quand même une veine un peu différente du Japon ou de la Corée, même aussi de la Chine. Pour l'instant, j'en ai pas lu beaucoup du Vietnam, mais en tout cas de ces 2-là par exemple, il y a vraiment ce côté de petit village perdu au fond de la campagne avec ce regard sur les choses autour de nous, sur les courants spirituels, sur l'intensité que peut avoir certaines saisons sur
la façon de penser, les traditions. Il y a beaucoup de choses qui sont ancrées quand même, beaucoup autour des traditions et surtout. Mais c'est assez, pour l'instant ça reste un peu flou au niveau de la veine en fait vietnamienne. Mais j'ai hâte de la découvrir parce que je vois un peu ce que ça pourrait être. Et c'est très différent de ce que j'ai lu jusqu'ici en fait en littérature asiatique. La première histoire c'est sur un jeune homme en fait qui est devenu aveugle après un accident et on n'est pas loin de la guerre. Alors attendez, ça fait un moment que je l'ai lu. On est en 68, donc je sais... Non. Ouais, il parle de 44 en fait, de ce qui s'est passé en 44 dans leur contrée, dans leur vallée en fait. Et à un moment donné en fait ils subissaient des bombardements. Et leur village était un peu les derniers à être touchés, donc il y a toute cette symbolique, pourquoi on est les derniers, pourquoi Dieu nous épargne, pourquoi les êtres et tout ça nous protègent. Il y avait ce regard-là, mais cette personne en fait qui était aveugle, moi ce qui m'a assez surpris, c'est qu'en fait tous les jours, voilà, il avait des tâches très particulières, et tous les jours il allait s'asseoir sur son perron pour regarder le village, alors qu'il est aveugle, logiquement il ne peut plus le voir, mais il savait encore quel était le paysage devant ses yeux, les maisons, les gens à tel endroit, la vallée qu'il voyait au loin, la montagne et tout. Et il arrivait à retrouver cette atmosphère dans son quotidien jusqu'au jour en fait les bombardements vont obliger certaines personnes à fuir et lui il va se retrouver un petit peu tout seul et il va errer pendant très longtemps. Les gens vont le prendre pour un fou parce qu'en fait la solitude va le ronger et il va devenir... il veut que les êtres humains reviennent chez lui, reviennent avec lui, les villageoises qui se sentent très proches d'eux, même si voilà, c'était pas quelque chose qui comment dire, les autres le rejetaient un petit peu pour sa cécité, mais lui il avait un rapport particulier en fait avec les êtres dans le village et il voulait absolument les retrouver un chez lui et il va errer pendant très longtemps. Et ça se termine un peu comme ça. Voilà. La deuxième histoire c'est plus sur une grand-mère en fait qui va devoir élever ses enfants parce que sa fille va faire de très mauvaises décisions. Il y a un rapport vraiment sur le côté de transmission, le fait d'avoir des enfants, l'avortement, la perte aussi d'un enfant, une fausse couche. C'est très simple en fait comme histoire, comme figure qui nous est présentée. Les personnages sont simples également. Après on a beaucoup le point de vue d'un petit garçon, donc c'est assez rafraîchissant parce que il y a des choses qu'il ne comprend pas évidemment, pourquoi sa mère réagit comme ça, pourquoi elle est tombée malade à ce moment-là. Nous on le sait quand on lit l'histoire, mais pas lui. Et du coup j'ai retrouvé un petit peu ce que j'ai eu dans le radis noir, dans le radis de cristal pardon, de Moyane, avec ce petit garçon qui va vivre des choses pas évidentes et ce regard toujours nimbé, vous savez, d'innocence face à quelque chose de très cruel. Et j'ai retrouvé un petit peu ça, voilà. Mais avec la veine vietnamienne que je vous définirai un jour quand j'en aurai lu plusieurs, parce que j'en ai aussi de Diong Tu Hyung, qui est une autrice qui en écrit pas mal. Après j'ai fait une petite liste, donc il faudrait que je m'en achète un peu plus. Mais déjà je vais finir voilà, tout ce qui est là aussi. Et franchement pour l'instant c'est très sympa. Il y a beaucoup de thématiques abordées apparemment, beaucoup de thèmes aussi. Ça veut dire la même chose, c'est pas grave. Beaucoup de thèmes de son, de voix, de chemin. Il y a beaucoup de choses, ils empruntent voilà, vraiment différents genres. Donc je verrai bien ce que ça va donner. Je l'avais trouvé à Emmaüs, pour vous dire. Voilà. C'était une petite découverte. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu dans mes dernières lectures. C'est la première vidéo critique littéraire que je vous refais depuis que j'ai emménagé ici. Voilà, je vais essayer d'être toujours un peu plus présente. Voilà, beaucoup de belles lectures franchement pour ce début d'année. Vous verrez sur le blog et sur les autres points lecture que vraiment ça faisait un moment que je les attendais et enfin je me remets à des lectures qui sont franchement intéressantes et je suis ravie. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y en a certains que vous avez lus, s'il y en a qui vous tentent, que vous voulez plus de détails. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.
bullets, and the sun is like a toy balloon.